Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur Oser Renaître, le podcast qui met en lumière les personnes qui partent à la découverte de leur vraie nature pour mieux se connaître. J'ai la joie de vous retrouver pour partager avec vous une nouvelle entrevue avec Lily, sous son vrai prénom Aurélie. J'ai vraiment à cœur de partager avec vous le témoignage de cette femme qui mène avec optimisme un combat contre son cancer du sein au travers d'une série d'interviews que nous avons nommée ensemble Le Réveil de Lily, le podcast qui redonne goût à la vie. Je suis Sarah Galvan et j'accompagne les personnes qui sont en quête de sens, de besoin de liberté, de bien-être et qui souhaitent apprendre à changer le regard qu'elles portent sur elles-mêmes ainsi que sur le monde extérieur. Lors du précédent épisode, Mon cancer et mes émotions, Aurélie nous avait livré qu'elle ne ressent dorénavant plus aucune gêne ou culpabilité à exprimer ses émotions, que le fait d'avoir connu une période très sombre à cause de son cancer lui permet aujourd'hui de se plaindre, même pour des choses que l'on peut considérer comme futiles. L'émotion est le reflet de notre mental dans notre corps. Vous avez déjà probablement entendu parler de cette maxime qui dit « Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Lorsqu'une émotion nous traverse, nous sommes obligés de la ressentir, mais pas de nous y attacher. C'est important de bien la comprendre, car le fait de comprendre notre émotion lui permet de perdre en intensité et se désagrège ainsi plus facilement. L'idée n'est pas de changer ses émotions ni de les réguler. Si une émotion se manifeste, c'est parce qu'elle a un message important à nous transmettre sur une situation que nous sommes en train de vivre actuellement. Étant une adepte de la médecine traditionnelle chinoise, je vous rappelle ces 7 émotions qui sont la joie, la colère, l'anxiété, l'obsession, la tristesse, l'horreur et la peur. Lorsque vous vivez l'une de ces émotions, demandez-vous par exemple « Lorsque je me sens triste », cette tristesse est le messager de quoi au fond de moi? Plus vous comprendrez vos émotions, et plus vous serez à même de mieux vous connaître. Le fait de se connaître davantage augmentera votre confiance en vous. Vous subirez ainsi moins les conséquences de vos émotions, et vous serez alors capable de les utiliser pour en faire une force. Pour aller un peu plus loin dans l'analyse, j'avais demandé à Aurélie si elle applique un rituel pour calmer le feu de ses émotions après les avoir exprimées. Elle nous avait alors confié qu'elle trouve un grand remède grâce à l'écriture. Pour elle, comme pour moi, nous arrivons à la même conclusion. Libérer et exprimer ses émotions est le reflet d'une personnalité très forte qui arrive à s'assumer telle qu'elle est. C'est pourquoi je vous invite, hommes et femmes, à vous libérer de tout jugement, tout paradigme que notre société nous inculque dès notre plus jeune âge pour sortir de ces stéréotypes qui nous font souffrir. Si vous acceptez de vous montrer aux autres tel que vous êtes, alors il y a de grandes chances à parier que la personne en face ne pourra que vous remercier de votre authenticité. Si l'autre en face ne sait pas comment réagir face à votre émotivité, alors rassurez-le. Dites-lui simplement que son écoute vous apporte déjà énormément. Bien souvent, nous pensons que les mots sont le meilleur remède à notre souffrance, mais parfois une simple présence suffit. Ne réagissez pas en fonction de l'autre dans l'optique de le préserver, car sinon vous allez vous oublier. L'important est de penser d'abord à vous et de laisser émerger la vie qui s'exprime en vous. Vous vous sentirez ainsi plus libre et plus heureux. Vous écoutez l'épisode numéro 9 qui s'intitule « Intimité et cancer ». Dans notre culture, parler de sexualité s'avère être un sujet plutôt tabou, que nous n'abordons jamais de prime abord, et pourtant, Aurélie n'aura pas pu déroger à la règle lorsqu'elle a eu son premier rendez-vous avec son oncologue, seulement une semaine après avoir été diagnostiquée de son cancer. La question fatidique est arrivée bien plus vite que ce qu'elle n'aurait imaginé. Voulez-vous avoir des enfants? Le temps presse et il faut prendre une décision rapidement. Elle n'a eu que 2 jours pour donner sa réponse. La chimio pouvant affecter les ovaires au point de ne plus être fertile, le choix qu'Aurélie prendra après ce long week-end aura donc un fort impact sur son avenir. Lors de cet épisode, Aurélie nous raconte comment s'est passé son rendez-vous avec son oncologue, avec une anecdote qui la fait encore rire aujourd'hui. Ah, sacrée Aurélie, en toutes circonstances, elle émane la joie, même lors de périodes difficiles. Je vous souhaite une très belle écoute de cette 9e session que nous avons enregistrée le 7 novembre 2020. Bonjour Aurélie! Bonjour Sarah. Comment vas-tu aujourd'hui? Écoute, ça va bien, pas de problème, nickel. Un peu fatiguée comme tout le monde, mais non, ça va, ça va. Pour un mois, début de mois de novembre, ça va. Oui, alors on fait cet épisode-là et on en fera un autre très prochainement pour donner des nouvelles 6 mois après. Et effectivement, là, on voulait revenir sur un sujet qu'on n'avait pas abordé. C'est la fertilité, c'est la question de finalement quand on t'apprend
cette fameuse nouvelle de la question qui arrive avec le médecin pour savoir est-ce que vous avez eu déjà des enfants, est-ce que vous en voulez, et puis voilà, on n'avait pas abordé ce sujet-là et je trouvais que c'était important et tu avais l'air d'être d'accord pour nous en parler. Donc merci beaucoup parce que c'est quand même un sujet qui peut paraître délicat à aborder et puis tu le fais en toute simplicité. Donc voilà, je te laisse répondre et nous partager un petit peu ton expérience quand tu as eu à affronter cette fameuse question. C'est vrai que de mon côté, en fait, c'est vrai que tu as raison, Sarah. Je pense que c'est un sujet qui est important, notamment pour les femmes qui malheureusement ont un cancer ou un cancer du sein en tout cas, et qui ne sont pas encore ménopausées. Parce qu'il y a toute la question qui vient avec les enfants, etc. Et en plus, c'est vrai que moi, j'ai eu le diagnostic, j'avais 40 ans. L'âge un peu fatidique pour les femmes. Et sauf que dans ma petite tête, je m'étais dit, enfin, j'ai toujours dédié un peu beaucoup de mon énergie au travail. Et je m'étais dit, voilà, ça y est, je viens d'avoir 40 ans, maintenant il est temps de penser un peu à moi, ma vie privée, et qui sait, peut-être avoir des enfants. À l'époque, tu étais célibataire et donc sans enfant. Exactement, célibataire sans enfant. Et donc, on m'a appris que j'avais ce cancer du sein. Donc, ça a été bien entendu quelques jours difficiles pour tout digérer, mais j'avais pas forcément pensé à cet aspect-là. Et en fait, le premier rendez-vous que j'ai eu avec mon oncologue une semaine après le diagnostic, ça a été un des premiers sujets abordés. Donc, elle m'a demandé si j'avais des enfants. J'ai répondu, non. Et elle me dit, voilà, il faut savoir que les traitements, quel que soit de toute façon l'âge, même si vous étiez plus jeune, la chimiothérapie notamment, peut faire que ça affecte en fait l'état de vos ovaires. Et donc, peut-être que vous ne pourrez plus avoir d'enfants après, peut-être que vos règles disparaîtront, peut-être qu'elles ne reviendront pas, peut-être qu'elles reviendront, on ne sait pas voilà, dans quel état. Donc voilà, il y a toute la question ouverte. Est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est important pour vous? Non, et surtout, qu'est-ce que vous voulez faire? Parce qu'il y a la possibilité, si jamais vraiment c'est quelque chose pour vous, vous me dites, je veux absolument des enfants. Est-ce que vous voulez en fait faire un processus pour pouvoir stimuler puis après congeler vos ovules pour plus tard? Donc ça, c'était vraiment un peu la douche froide. Par-dessus déjà la douche froide d'avoir un cancer, C'est ça, c'est un peu audacieux, quoi, surtout si tu veux avoir des enfants. C'était un peu, ouais, exactement. D'autant plus que c'est vrai que je m'étais jamais vraiment prononcée là-dessus. J'ai jamais su vraiment. Je me suis toujours dit, oui, j'aurai des enfants, mais en même temps, j'avais pas cet instinct maternel comme beaucoup de femmes semblent avoir, où je veux absolument un enfant pour exister. Ouais. Mais cela dit, c'était pas quelque chose où je me disais, je ne veux pas d'enfant non plus. Et j'étais persuadée qu'en fait, j'attendais de rencontrer l'homme de ma vie. Et j'étais persuadée que j'allais rencontrer bientôt l'homme de ma vie parce que je m'étais enfin donné l'objectif d'arrêter de tout mettre dans le côté professionnel et de commencer à vivre au niveau personnel et donc de construire quelque chose et une famille. Et là, c'est vrai que quand elle m'a appris ça, alors en gros, c'était un vendredi mon rendez-vous. Elle m'a dit lundi, il faut qu'on sache parce que vu que votre cancer est assez agressif, il faut qu'on commence la chimiothérapie le plus vite possible. Et il faut savoir que si vous voulez congeler vos ovules, tout dépend du cycle. Et donc, on risque, au lieu de commencer la chimiothérapie dans 2 semaines, ça risque de repousser à 1 mois ou 2 mois. Donc, j'avais un week-end pour réfléchir. Alors après, c'est très personnel. Moi, j'avoue qu'en fait, je savais déjà au fond de moi ce que j'allais lui dire le lundi. Dès que tu étais dans le cabinet, tu savais déjà ta réponse? Dès qu'elle m'en a parlé, en fait, et surtout, alors, elle m'aurait dit, vous pouvez congeler vos ovules et on commence la chimiothérapie au même moment. Je pense que j'aurais congelé mes ovules pour me laisser encore le choix. Par contre, si ça voulait dire retarder le début de mon traitement, donc augmenter largement mes risques que la tumeur se développe ou aille ailleurs dans mon corps. Encore une fois, c'est très personnel, mais moi, je crois que c'est mon instinct de survie ou quelque chose. Je me suis dit, non, mais de toute façon, à quoi ça va servir d'avoir des ovules congelés quelque part si moi, je ne survis pas de toute façon? Donc, je me suis dit, il faut d'abord que moi, je survive. On verra comment ça se passe au niveau de mon corps. On verra comment mon corps supporte la chimio. On verra ce qui se passe avec mes ovaires. On verra tout. Tant pis, ce sera dans un deuxième temps, mais pour l'instant, je mets ça quelque part de côté et instinct de survie, si déjà moi je peux vivre, ce sera déjà un miracle. Donc, c'est ça, tu as tout misé sur toi. Je me suis dit, là, de toute façon, pauvre bébé, enfin, je me vois pas faire un bébé de toute façon si j'ai ma tumeur qui allait ailleurs et qui s'est développée et qui a des métastases. Donc ouais, c'est vrai que j'ai vraiment tout de suite dit, ok, je fais pas ça. Et on y va, on commence la chimio le plus vite possible. Et maintenant que tu es sortie de toute cette brume, de tout cet orage, est-ce que si tu avais rencontré l'homme idéal, est-ce que tu te projetterais, tu pourrais avoir des enfants? Et est-ce que tu as eu ces discussions-là du coup avec ton oncologue?
Alors, j'ai eu la discussion lors de mon dernier entretien avec elle, de mes derniers examens. C'est vrai que j'ai arrêté donc, ma chimio il y a quelques mois. Là, mes menstruations viennent de revenir, donc tout mon corps vraiment se remet. Mm. Cela dit, c'est vrai que les 2 premières années, en tout cas, après l'arrêt des traitements, c'est pas du tout conseillé étant donné qu'il y Ouais, a quand c'est même ce que des gros j'avais lu. risques Ouais. que ça revienne. Donc mon oncologue m'a tout de suite dit, «J'ai pas envie de donner une chimiothérapie à une femme enceinte, donc évitez de tomber enceinte». Ouais. Donc j'ai bien compris le message. Et après, j'avoue que tout ce côté-là, pendant les traitements, je l'ai vraiment occulté parce que j'avais déjà assez de choses à prendre et à digérer. J'avais déjà assez de choses émotionnellement. Mm. Après, je commence au fur et à mesure, depuis quelques semaines, à y penser. Enfin, je sais pas si c'est quelque part que j'ai fait le deuil ou pas, ou je crois qu'au fond de moi, je garde encore l'espoir en me disant si jamais, dans les prochaines années, je rencontre ce fameux homme de ma vie, et que on veut Ouais. des enfants, peut-être que voilà, c'est peut-être encore ouvert, quoi, puisque mon corps là semble reprendre vie, etc. Ben, on verra ce qui se passe. C'est plus que je me dis, bah voilà, c'est comme ça. Puis quelque part, ben, si moi déjà je suis vivante, ben il y a toujours d'autres processus qui sont possibles aussi, l'adoption, etc. Et on verra ce qui se passe. Donc bizarrement, je suis assez zen quand même de ce côté-là. Et je me dis, bah c'est déjà tellement incroyable d'être en vie et de pouvoir profiter de la vie. Et voilà, ça, ma foi, on verra ce qui se passe de ce côté-là. Bah, c'est déjà super que tu me vois comme ça et que t'aies misé tout sur toi. Je pense que de toute façon, c'est ce que t'avais, enfin voilà, sans être à ta place. Mais bon, hein, quand on est dans l'avion et qu'on on nous invite à porter le masque, hein, on nous invite pas à d'abord mettre le masque à son enfant. Hein. C'est tout, quoi. C'est d'abord pour soi et après pour les autres. Donc, ça me semble logique que tu aies raisonné comme ça. Et tant mieux quelque part qu'aujourd'hui, bah, l'envie revienne, que en tout cas, ouais, il y a une nouvelle fleur qui s'ouvre, quoi. Exactement. Je me dis, on verra ce qui se passe et voilà. Mais alors, je sais pas, peut-être que c'est encore quelque part un peu occulté, que j'ai pas encore fait le deuil de tout ça. Je pense qu'il y a plein de choses qui se passent. J'étais surtout très contente d'avoir mes menstruations qui revenaient parce que j'avais l'impression d'avoir 15 ans et que tout se remettait en marche. Il y a eu tout un côté quand même un peu difficile quand les traitements, encore une fois, se sont arrêtés où j'étais pas encore très bien. Puis mes règles, j'ai cru que j'allais rester parce qu'en fait, on m'avait mise en ménopause forcée pour justement protéger un peu les ovaires pendant tous les traitements. C'est vrai que je me suis dit, bah voilà, alors on m'a mis en ménopause forcée, maintenant je vais être en ménopause. J'ai 40 ans, j'ai même pas eu le choix quelque part. Et puis Excuse-moi, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la ménopause forcée? là aussi, j'avais le choix, hein. C'était soit on faisait direct la chimiothérapie et on voyait l'effet sur mes ovaires, donc peut-être que mes menstruations se seraient arrêtées toutes seules à cause de la chimiothérapie, Mhm. qui aurait vraiment endommagé les ovaires. Ou alors, ils proposent ça en fait pour les femmes qui sont pas ménopausées. C'est-à-dire, moi j'ai eu une injection je crois que ça s'appelle Zoladex, enfin, un médicament, qui fait qu'en fait ça arrête, ça met vraiment en ménopause forcée. Pour le coup, ça arrête l'activité des ovaires pour D'accord. pouvoir protéger un peu les ovaires contre la chimiothérapie et espérer qu'une fois que tout repart, eh ben, les ovaires soient de nouveau en bonne santé quelque part. Enfin, je ne m'exprime pas de façon médicale, mais voilà un peu ce que j'ai compris Oui, donc du c'est ce que truc. tu disais, qu'à la limite, une jeune femme de 15 ans et le cancer du sein, on peut lui proposer la ménopause forcée. Et... Alors, je suis pas médecin, mais en tout cas, j'imagine. Alors, après, c'est vrai qu'il y a des choses. Moi, j'ai pas un cancer du sein qui est hormonal. Donc, je pense que c'est différent encore si on a des traitements hormonaux qui durent sur des années, etc. D'accord. Là, je pense que c'est différent. C'est vrai que pour moi, mon cancer n'était pas hormonal. Donc, pour le coup, j'ai eu vraiment des traitements agressifs, mais sur une courte période de temps. Et donc, bah, c'est vrai qu'en tout cas, là, ça semble revenir. Mais après, je sais pas dans quel état sont mes Mm. ovaires. Je sais pas. J'avoue que j'ai pas fait encore tout ce travail-là. Mais rien que le fait d'avoir mes menstruations qui revenaient, c'était un sentiment. J'ai l'impression d'être femme de nouveau et qu'on m'a rendu un peu quelque part ma féminité qu'on m'avait volée. Et moi, il y avait, parce que tu me parlais de ce fameux rendez-vous avec l'oncologue, et puis tu m'avais dit en privé, oui, bah, je suis arrivée avec mon petit carnet avec plein de petites questions, et puis il y en avait une toute dernière, et je trouve que ça serait sympa que tu nous racontes un petit peu cette anecdote, parce que c'est assez marrant, je trouve. Alors ça fait partie de mes anecdotes que j'appelle Bridget Jones, toutes les gaffes que je fais toujours. Et alors, même dans ce contexte, en fait, c'est vrai que je vais toujours voir mes médecins avec toute ma liste de questions parce que j'ai peur d'oublier les questions que j'ai. Donc, je les note. Et donc là, je vais voir mon oncologue, donc avec toutes mes questions. Et donc, j'arrive là, elle commence à être pressée parce que forcément, elle a pas mal de patientes à voir. Et donc, elle me dit, oh, vous avez encore une question, ok.
Et là, je me prépare et je lui dis, oui, voilà, en fait, j'ai une question quand même qui me turlupine. J'aimerais vraiment savoir, est-ce que pendant la chimiothérapie et les traitements, j'ai le droit d'avoir, je lui dis, on sait jamais, hein, d'avoir des rapports sexuels. Et là, en fait, elle m'a vraiment regardée, elle a posé ses choses sur son bureau. J'ai vu qu'elle faisait une tête genre, mais qu'est-ce que c'est que cette question? Elle m'a regardée un peu en coin avec un petit sourire amusé, mi un peu ironique. Et elle m'a d'abord dit, ah, vous êtes vraiment bien française. Et après, elle a rigolé, elle m'a dit, écoutez, sincèrement, il n'y a aucune interdiction, allez-y, mais je suis pas sûre que vous soyez en état physique et que c'est la chose dont vous ayez envie. Mais voilà, en tout cas, voilà, ça l'a fait rire. Et moi, pour le coup, ça a bien détendu l'atmosphère. Même pour moi, j'ai rigolé. Je me suis dit, voilà, même dans ce contexte, j'arrive à poser des questions qui sont complètement. On se reconnaît bien, là. Enfin, c'est une question récurrente, je pense, hein, quand même. Donc. Je me suis dit, on ne sait jamais, peut-être qu'avec la chimio, il faut absolument rien faire. J'en sais rien. Je ne sais même pas pourquoi j'ai posé cette question, mais voilà. Ouais, je ne veux pas parler d'instinct de survie, mais ça fait partie du plaisir de la vie Ouais. aussi. Oui, je crois que c'est quelque part, c'était un peu les choses qui me raccrochaient à la vie, c'est vrai. Ouais, Je sais que savoir tu que. vas passer par des étapes de ce qu'on entend. On peut que imaginer que ça va être compliqué, donc tu as envie de savoir, mais parmi tout ce qui va m'arriver, est-ce que je peux quand même me raccrocher à une Ouais, lueur d'espoir, à quelque chose qui va me faire plaisir? Donc ouais. non, moi je trouve ça normal que tu aies posé la question en tout cas, mais bon, voilà, je suis française aussi, donc c'est peut-être pour ça. Et sinon, moi, j'ai une question par rapport plus au côté rapport humain, sexualité pendant ton traitement. Bon, on sait que du coup, tu étais célibataire, mais au niveau des envies ou au niveau par rapport à ton corps, les sensations que tu avais, est-ce que, au-delà du fait, bon, voilà, d'avoir le traitement et d'être fatigué physiquement, est-ce qu'il y avait des choses qui ont changé chez toi pendant cette période-là? Alors, je vais avouer que pendant cette période-là, j'avais l'impression, en fait, vraiment d'être en survie là aussi. Et. Alors, je ne sais pas si c'est parce que, encore une fois, j'étais en ménopause forcée, puis je pense que les médicaments, enfin, cette injection, ça met vraiment une grosse dose d'un coup. Donc, je ne sais pas si c'était ça ou si c'est le fait, en plus d'avoir la chimio, etc. Mais j'avais vraiment aucune. C'est comme si, en fait, à l'intérieur de moi, tout était un peu en sommeil, mais vraiment, quoi, à tous les niveaux. Et c'est vrai qu'après, au fur et à mesure, ça met du temps à revenir. Mais c'est vrai que maintenant, là, je sens vraiment que mon corps se réveille. Et vraiment pour tout, quoi. Enfin, alors, bien sûr, on a des choses qu'on voit physiquement, comme les cheveux qui repoussent, etc. Mais même les sensations, c'est Mhm. vraiment. Moi, j'ai vraiment l'impression d'un corps qui s'éveille. C'est hyper. C'est agréable pour le coup, parce qu'on ressent toutes ces sensations qu'on avait presque oubliées et mises de côté et qu'on prend comme acquises d'habitude et qui sont pas forcément acquises, ouais. C'est une sensation super agréable. Ça me fait penser à un truc, hein, je rigole parce que c'est pas une très belle comparaison, mais bon, je la partage quand même. J'avais la fleur qui me venait au début, la fleur qui s'ouvre, donc ça c'est joli. Mais j'avais du coup la comparaison avec une anesthésie quand on va chez le dentiste où c'est hyper douloureux, c'est hyper contraignant, on vit avec, on sait que ça va pas durer. Et puis quand ça commence à se réveiller, c'est pas très très Oui. agréable. Et puis après, on reprend conscience de ah bah oui, je sens ça dans ma bouche et là c'est agréable. Et c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est pas le bon mot, mais à chaque fois que finalement on passe par la souffrance, après on apprécie beaucoup plus C'est vrai. l'endroit Ouais, qui avait mal. Et donc ça me ouais, fait penser tellement. à ça. Mais on profite Non, de mais ce c'est vrai. réveil. Exactement. C'est l'éveil émotionnel et l'éveil physique, vraiment. Est-ce que tu as l'impression, donc là j'empiète un petit peu sur l'épisode finalement où on parlera vraiment des 6 mois après, mais est-ce que le fait d'être confiné, c'est ce que tu disais finalement, toi tu as l'impression d'être confiné depuis quasiment 1 an et demi par rapport à cette lourdeur dans le sens pression, le fait d'être coupé du monde social, est-ce que finalement au bout d'un moment c'est pesant au point de... C'est pas que c'est pesant, c'est que tu t'y habitues et que du coup tu as créé une nouvelle vie par rapport à tout ça? Ou est-ce que au contraire il y a des choses, comme tu dis, ton corps qui se réveille et ça te donne encore plus envie d'aller vers l'extérieur et de renouer du coup du contact avec les gens? Alors, c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir ma vie entre parenthèses un peu depuis 1 an et demi. Alors, il y a tout un côté où il y a des choses qui me conviennent très bien, dans le sens où maintenant je prends beaucoup plus soin de moi. Je prends le temps, en fait, de prendre beaucoup plus soin de moi, d'avoir du temps. J'ai tellement de temps à la maison que voilà, je vais faire des choses que je prenais pas le temps de faire. Et on est toujours distrait par plein de choses autour. Et en même temps, s'il y a une chose, comme on en parlait l'autre jour, s'il y a une chose qui me manque, mais tellement, c'est parce que j'ai l'impression d'avoir un trop plein de vie ces temps-ci de temps en temps.
Et alors, par exemple, juste pouvoir sortir avec mes amis, voilà, des amis proches, et aller faire une fête, mais alors, ou même une semaine sur une plage à Ibiza, faire du yoga le matin et la nuit, pouvoir faire des fêtes, mais incroyables. Parce que moi, j'ai toujours été un peu quand même une fêtarde. On s'est rencontrés sur la Et piste de danse, hein. mais c'est ça exactement. Et c'est vrai que danser surtout, je suis fêtarde dans le sens plus partagé et danser. Ouais. Et c'est vrai que danser me donne, enfin je sais pas, ça doit m'aider à vraiment éliminer les mauvaises énergies ou les mauvaises ondes. Et là j'ai une envie ces temps-ci. Alors, je danse, encore une fois, je danse toute seule à la maison, mais alors c'est quand même pas génial et la même chose. Et là, alors ça me manque. Et c'est vraiment quand c'est trop plein de vie au fond de moi et ça me rend très heureuse, mais en même temps je suis frustrée parce que je me dis mais mon Dieu, j'ai envie de voir du monde et d'être avec mes amis et voilà, et encore une fois, de danser, de faire la fête, de rire, de manger, voilà. Donc vraiment tout un aspect, voilà, pendant quelques heures, de vraiment profiter de la vie. Bah écoute, moi je suis ravie de l'entendre. C'est chouette que l'énergie revienne, même si là c'est plus de la frustration pour le coup, mais ça reste quand même du coup une énergie plutôt positive parce que Oui, ça te met pas dans le down, quoi. Puis je pense que ça va non, non. parler à beaucoup de personnes qui sont aussi de nouveau, on est tous de nouveau confinés, hein, donc je pense que ça fera écho à beaucoup de personnes. On arrive déjà à la fin de notre épisode, comme d'habitude. Est-ce que tu veux finir par un mot de la fin? Un mot de la fin, je dirais presque juste toutes ces choses, c'est vrai, toutes ces questions en fait auxquelles on ne pense pas forcément quand on nous donne voilà, les nouvelles de cancer, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait que les gens ne voient pas et qui sont un peu, je dirais, dans les coulisses et qui se passent pour la personne. Et tout est tellement personnel que c'est vrai que c'est dur même de donner des conseils ou de dire voilà, il faut faire ci ou il faut faire ça. Et c'est vrai que même les médecins ne peuvent pas vous le dire. Et je dirais presque là aussi, c'est d'essayer de trouver son instinct, enfin d'écouter ses tripes. Et quand on dit ça, c'est une expression et j'ai jamais vraiment compris avant, mais c'est vrai que c'est ça. Je crois que c'est vraiment s'écouter et essayer de faire abstraction de tout ce qu'on nous dit autour, mais moi, qu'est-ce qui me parle à moi et pourquoi, et se sentir complètement en phase avec sa décision et essayer vraiment de ne pas se laisser influencer forcément par tout ce qu'on entend autour. Alors, prendre des avis, c'est très important, mais après vraiment la dernière personne qui doit vraiment donner son avis, c'est vous. Et donc vraiment essayer d'être en confiance avec son instinct. Ouais. Alors du coup, je me permets quand même une dernière question parce que c'est très intéressant ce que tu dis. Est-ce que toi, il y a eu quelque chose qui t'a permis, voilà, que ce soit entre guillemets évident, que ce soit cette réponse-là plutôt qu'une autre? Ce qui est très étonnant, comme tu le sais, dans la vie de tous les jours, pour des décisions un peu, enfin, sans aucune conséquence, je vais pas pouvoir décider entre deux choses, un Mm. jean vert ou violet. Enfin, je mets pas de vert ou de violet comme jean, mais voilà. Par contre, pour tout ce qui a été depuis le début, en fait, où on m'a donné mon diagnostic jusqu'à maintenant, en fait, j'ai jamais hésité. Dès le départ, voilà, je savais que pour moi, en tout cas, ce qui comptait, c'était que, ça paraît très égoïste dit comme ça, mais c'était que je survive et que je vive. Et donc, pour le coup, je crois que ça a été vraiment ma ligne de conduite, étant donné que moi, le but final, c'est de survivre et en bonnes conditions. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et qu'est-ce qui me fait prendre le moins de risques possible à côté? Donc, ça a été vraiment ça. Alors je me permets Mais de dire, c'est très loin d'être égoïste, au contraire. ouais, c'est vrai, quand je le dis, je me dis, c'est un peu quelque part égoïste. C'est genre, bon, Et voilà. non, c'est de l'amour envers toi, donc c'est beau. Bah, merci beaucoup Aurélie de, voilà, de toute cette intimité que tu as pu partager avec nous. Et puis au prochain épisode, du coup, on se retrouvera donc, pour que tu nous parles des 6 mois après de l'évolution. Plein de bonheur. Je t'embrasse très fort. Moi aussi, je t'embrasse fort. Merci, Sarah. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez apprécié notre échange, alors sentez-vous libre de partager cet épisode autour de vous, de le liker ou encore de nous laisser un commentaire. Si vous ressentez le besoin que je partage votre histoire personnelle, contactez-moi directement et nous ferons alors rayonner votre lumière au grand jour. Lors du prochain épisode, qui s'intitule 6 mois plus tard, je suis heureuse de retrouver Aurélie 6 mois après la fin de ses traitements. Cette fois-ci, c'est elle qui a souhaité faire un bilan. J'aime lorsque je sens ce regain de vie, cet appel à vouloir exprimer ce qui est vivant en soi. L'envie de vouloir partager avec les autres est selon moi un signe très positif. Vous allez pouvoir découvrir son évolution et tout ce qui a changé pour elle en 6 mois, autant sur le plan personnel que professionnel. Nous prendrons également le temps de vous parler du centre Otium qui se situe à Genève et avec lequel nous allons probablement collaborer toutes les deux pour apporter notre soutien à toutes ces femmes et ces hommes atteints d'un cancer.
Ce centre regroupe tout un tas d'approches alternatives dont beaucoup de femmes atteintes d'un cancer du sein se plaignent de ne pas bénéficier pendant leur traitement. Il ne me tarde que le confinement cesse pour nous permettre d'être aux côtés de ces personnes qui en ont besoin. L'idée de pouvoir leur apporter plus de sérénité, une détente profonde et surtout contribuer à renforcer leur système immunitaire grâce aux séances méditatives avec mon bol tibétain me comble déjà de joie. J'aimerais également faire découvrir aux patientes ainsi qu'à leur entourage mes séances photothérapie, afin de les accompagner dans l'acceptation de ce nouveau regard qu'elles doivent dorénavant porter sur ce visage et de ce corps en mutation afin d'accueillir au mieux cette étape de vie pour en faire plus facilement le deuil. Je vous souhaite une très belle semaine à tous.